Je voudrais remercier l'Académie de Créteil de permettre à la Maison des écrivains et de la littérature d'être présente devant vous si nombreux, c'est impressionnant. Claire me disait tout à l'heure, je ne veux pas regarder derrière moi, tellement on a la trouille. Je voudrais revenir un instant sur ce qu'a dit le recteur de l'Académie de Créteil. Il a parlé de cette impasse qui vient souvent du fait de l'absence de vocabulaire, un vocabulaire très peu développé. C'est évidemment quelque chose qui conduit parfois à une forme de ruine intellectuelle, morale, psychologique, et qui parfois entraîne vers une certaine violence. À la Maison des écrivains, on a coutume de dire, on a un petit slogan qui est de dire que la littérature est une science naturelle du langage et qu'elle permet tout autant que les sciences naturelles de développer ce merveilleux bagage qui est le nôtre, de la diversité de la langue qui est la nôtre, en la transformant. Il était inimaginable pour moi de répondre à la joyeuse, et j'insiste sur joyeuse, puisqu'on a entendu dans un petit film Luc Tartare, l'auteur metteur en scène, dire à quel point il aimait jouer. Et à la Maison des écrivains, peut-être certains nous connaissent, on aime jouer. La joyeuse invitation formulée par Jean-Jacques Paysan et Pascal Gézéquel, il y a un mois, de vous parler des actions de la Maison des écrivains et de la littérature aujourd'hui, seule. C'était impossible, car toute la philosophie de nos actions repose sur la présence d'un écrivain, d'un artiste du langage donc. Nous avons par conséquent tous les trois invité Claire Furcak, qui a aussitôt accepté, elle m'a dit oui, sans trop savoir ce que j'allais lui demander, ce dont nous lui savons immensément gré. Et d'ailleurs, cette rencontre, cette philosophie de la maison qui fait que vous rencontrez pour vos élèves, avec vos élèves, des écrivains qui sont des artistes du langage, c'est aussi la philosophie de l'éducation artistique et culturelle. Claire Furcak et moi allons donc tenter de faire ensemble la démonstration de ce que serait un court-circuit en littérature. Il n'est pas impossible d'ailleurs que la littérature soit toujours une manière de court-circuiter quelque chose, de faire exploser un discours attendu, performer, préformer, de déconcerter pour donner sa propre musique avec ses propres règles. Claire Furcak est experte, très sensible. Claire écrit depuis toujours, c'est ainsi du moins que je l'imagine, et commence à publier il y a 15 ans avec Rideau de Verre, que vous avez vu tout à l'heure à l'écran chez Vertical, avec Billy Corgan, qui est chanteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète, poète et promoteur du catch américain né à Elk Grove Village, dans la banlieue de Chicago, dans l'Illinois. Elle publie Champs magnétiques. Vous voyez que l'on est déjà dans la matière vibrante de l'électrique. Nous avions invité Claire, nous c'était la Maison des écrivains, lors de la 13e édition de nos rencontres littérature enjeux contemporains, intitulée Survivre, pour ce livre magnifique, ce qui est nommé Reste en vie, qui était paru chez Vertical en 2020. Et puis chez Artaud l'année dernière, vous l'avez vu aussi à l'écran tout à l'heure, est paru Après la foudre. Mais nous la sollicitons aussi souvent pour des actions vers de plus jeunes lecteurs ou futurs lecteurs, comme vous l'avez vu. Alors je vais poser la première question à Claire, relative au court-circuit. Puis on entrera dans le vif du sujet de la rencontre. Claire, comment entends-tu cette idée de court-circuitage en littérature? Idée qui n'est pas forcément saugrenue. Est-ce que ça te dit quelque chose? Évidemment, elle me parle, cette idée, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Après la foudre. Alors, je ne sais pas si elle m'aurait parlé de la même façon avant. Je pense qu'elle me parle dans la forme des livres, puisque moi, je conçois vraiment l'écriture comme un lieu de liberté. Et j'essaie toujours de faire en sorte que la forme du livre est un lien, est un sens par rapport au sujet même du livre. Moi, je suis beckettienne à 100%, et là où pour les autres arts, les nouvelles formes sont toujours souvent saluées et formidables, les arts visuels, l'art plastique. En littérature, dès qu'on sort un peu du chemin, la chose est vue différemment et on dit « Ah, c'est de la littérature expérimentale ». Alors moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est de la littérature. Alors pour moi c'est peut-être un laboratoire, mais c'est surtout un moyen de s'engager dans un sujet. Et le court-circuit il peut être à tous les moments, c'est-à-dire que il peut être aussi
par rapport à ce qu'on entend tout le temps dans la société, dans les médias. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a, et je le disais aux élèves quand j'y suis allée, on entend la puissance comme quelque chose qu'il faudrait tous qu'on atteigne, que ce soit les femmes puissantes par exemple, ou la réussite, ou l'ambition, comme des valeurs suprêmes. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier de laisser une place à la fragilité, la singularité, et justement ce qu'on peut faire à partir de ça. Et donc les notions qu'on nous montre comme des valeurs peut-être à absolument ériger en modèle, je pense que celles-là, on peut tout à fait les court-circuiter dans la littérature, en allant au plus près des gens. Je pense par exemple à un auteur qui s'appelle Arnaud Bertina, qui va dans les usines pour interroger les gens qui travaillent sur place. Je pense qu'on peut écrire à partir de lieux, que le but c'est pas uniquement de prendre la parole en tant qu'auteur, mais c'est d'écouter les paroles des autres, et de trouver un moyen littéraire qui ne sera pas que de l'ordre du témoignage, pour faire vivre ces paroles qui sont souvent des paroles minoritaires, ou qui sont des paroles qui sont enfermées dans les angles. Et ce que je disais aux élèves dans les différentes leçons l'an dernier, c'était cette chose qui pour moi est fondamentale, c'est-à-dire de s'intéresser à toutes les disciplines. Moi, je crois beaucoup au croisement des disciplines. Moi, je lis beaucoup de livres de sciences. Ça se voit, je pense, dans mes livres. J'interroge des médecins, j'interroge... Mais alors, la question, c'est pourquoi ensuite faire littérature? C'est parce que je pense que le fond qui est primordial, qui est l'histoire, qui est l'archive, les faits historiques, et ça, c'est tout le travail que vous faites, est fondamentale. Et je pense que la littérature, elle, arrive après ou au milieu, ayant pris conscience de tout ça et s'éloignant de ce que peuvent être les statistiques. Les statistiques sont toujours là pour montrer le chiffre le plus haut. Et je pense que nous, on peut être là justement pour faire ressentir les choses, et ces choses qui sont minoritaires, singulières, et dans les angles, pour rendre compte d'une diversité qui existe. Et je vais juste me permettre de revenir sur ce qu'a dit le recteur quand il parlait des inégalités sociales. Il y a un livre formidable qui va sortir en janvier 2023 de Gérald Bronner, qui est sociologue, qui écrit sur les origines, qui a réussi sa vie brillamment à l'université, mais qui vient d'un milieu très pauvre. Et donc, aujourd'hui, on appelle ça les transclasses. Et lui essaie d'expliquer, contrairement à des auteurs qui semblent avoir honte de cette origine-là, que au contraire, lui, c'est le premier de sa famille à avoir eu son bac, et sa famille en est fière, et il n'a pas honte du milieu social dont il vient, et il veut écrire de ce milieu-là. Et je pense que le court-circuit, il est aussi nécessaire pour nous auteurs, c'est-à-dire de ne pas rester entre nous, et de dire et d'écrire d'où l'on vient parfois. Et de fait, on ne vient pas tous d'un endroit où tout s'est bien passé, ou d'un milieu littéraire. Enfin, par exemple, moi, ce n'est pas mon cas. Et je pense que le fait d'aller dans les classes et de le dire, ça montre aussi qu'il y a des chemins possibles. Et parfois, on ne le sait pas. En tout cas, moi, pendant longtemps, je l'ignorais. Alors, comment parler de ce qui arrive lorsque tu vas, Claire, à la rencontre des élèves? On t'a entendu déjà en parler. Tu le sais, à la Maison des écrivains, nous ne pouvons imaginer autrement l'action que dans son interaction avec le langage, parce que vous, autrices, auteurs, incarnez la puissance de celui-ci, artiste que vous êtes. La Maison des écrivains a commencé à faire se rencontrer des élèves, grâce à vous, enseignants, documentalistes, et elle a eu pour mission, dès le début, dès sa création, de faire ce choc, de faire se rencontrer la langue créatrice, créative, imaginative, dans toutes ses acceptions magnifiques et sa grandeur, avec des élèves, pour évidemment bouger quelque chose. Et c'était aussi donner une place aux écrivains dans la société. Donc ça a été les prémices de cette maison qui aujourd'hui fait ça avec énormément d'écrivains chaque année.
quelle expérience as-tu pu mener qui t'ont donné une chose inattendue, quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas? On sait que parfois les rencontres que l'on projette avec des écrivains donnent lieu à des créations. Il faut que chaque moment de rencontre soit un moment de création. Je le disais dans la vidéo, ces moments-là, c'est des moments, en tout cas, moi, je les prépare, en tout cas, avant d'aller faire l'intervention. Ils sont nécessaires parce que ça nous permet de réfléchir à la façon dont on envisage notre propre travail et la façon dont on travaille. C'est pour ça que pour la dernière leçon, j'avais écrit un texte qui s'appelle Enquête et littérature, pour essayer d'expliquer aux élèves ce qui se passe avant le livre, les gens qu'on peut aller interroger, les témoignages qu'on peut recueillir, les lieux qui peuvent nous accueillir aussi, pour montrer le lien qu'on essaie de garder avec le réel et ce que j'appelle moi, ce que j'aime appeler une littérature relationnelle. Et donc le partage, il se fait ensuite très facilement avec les élèves quand on est déjà dans une littérature relationnelle. Ce qui est très frappant dans ces rencontres, c'est les échanges à la fin. En fait, moi, c'est toujours ça que je retiens. C'est les questions qui sont toujours les plus spontanées, c'est-à-dire que jamais les adultes ne vont nous poser ces questions-là, parce que pour eux, c'est souvent une découverte. Parce que parfois ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ensuite ils envoient des petits mots en disant je pensais que elle serait très stricte, en fait j'ai pu lui parler, elle était cool. Avec des élèves qui disent mais moi je veux écrire et je ne savais pas que voilà, il n'y a pas forcément d'études pour cela, mais aujourd'hui il existe, et ça n'existait pas quand j'ai commencé, des masters de création littéraire qui facilitent grandement l'accès aux éditeurs, par exemple, ce qui est quand même assez génial quand on veut écrire. Donc ça, c'est aussi des informations qu'on leur donne, et surtout ils ont des questions très naturelles et que je trouve très saines, parfois sur l'origine d'un sujet, mais aussi, tu parlais du livre Ce qui est nommé reste en vie, et ils ont assez vite compris, même si c'est un livre collectif, parce que j'ai interrogé plusieurs personnes, que ce soit des médecins, des patients et des accompagnants. C'est un livre sur l'accompagnement de personnes en fin de vie, et c'est un livre sur le deuil. Ils ont assez vite compris que j'avais écrit ce livre au départ parce que moi-même j'avais perdu ma mère d'un cancer, et ça les frappait énormément, et ils avaient cette question que en fait je ne m'étais pas posée, qui était est-ce que c'est pas gênant l'intime dans un livre? Et j'ai trouvé cette question assez géniale, et moi-même je me suis dit bien, je ne me suis pas posé la question, et j'ai pris le temps de lui répondre. Et c'est drôle parce qu'après cet élève m'a écrit en me disant j'ai passé 20 minutes à me demander si j'allais oser vous poser la question, etc. Et j'ai vu que je pouvais. Et merci de m'avoir répondu. Et je pense que ça sert à ça aussi. C'est leur montrer que la littérature, c'est pas juste les témoignages. Et pourquoi pas d'ailleurs. Les gens peuvent écrire des témoignages et c'est très bien. Moi, il se trouve que c'est pas ce que je fais, pour des raisons justement d'engagement et de besoin d'un collectif et de paroles plurielles, et de leur montrer que une expérience comme le deuil, et souvent ils sont jeunes, ils sont là et ils ont déjà eu à affronter ça, et sans avoir pu mettre des mots dessus, je pense que leur dire que chacun peut le vivre différemment, et donc leur indiquer des livres à lire pour cela, leur montrer que la singularité dans la vie est quelque chose d'extrêmement important, qu'on peut la partager, mais que c'est important. J'ai senti que ça, pour eux, ça avait été un moment un peu émouvant pour certains, et un peu clé pour d'autres, de se dire ok, chacun à partir d'un événement qui est en fait peut-être l'événement le plus commun au monde, la mort, puisque ça va tous nous arriver,
on peut chacun en tirer quelque chose de différent et l'exprimer de façon différente par tous les arts. Ça, je leur dis toujours. D'ailleurs, j'avais écrit un livre sur la musique. Je pense que le croisement des disciplines, c'est comme le croisement des arts. Il est tout à fait autorisé et on peut aussi leur dire d'écrire de la BD, de dessiner. Vraiment, le but de ces rencontres, c'est évidemment la transmission. Parfois ils ont des questions très très pratiques sur la création d'un personnage, comment on décide d'écrire au jeu, comment on décide de ne pas écrire au jeu, mais parfois ils ont aussi d'autres questions qui étaient fermées dès le départ parce qu'ils ne se sentent pas autorisés à y aller, et vraiment le but c'est cette transmission et la transmission de la liberté qui est le fait de pouvoir pratiquer un art, quel qu'il soit, à un moment. Tu as évoqué, là dans ton propos, la question des leçons. Tu as parlé des leçons. Alors peut-être que certains d'entre vous, et je pense que tu fais allusion à cela, aux leçons de littérature, dans la grande tradition germanique, c'est Cécile Weisbrod qui t'a fait venir à l'Académie de Berlin, l'Académie des Arts de Berlin, qui était présidente de la Maison des Écrivains et qui a soufflé cette chose formidable qui existe en Allemagne depuis très très longtemps sous l'appellation les Lektionen. Et ce sont des écrivains majeurs, pas majeurs, mais qui vont parler pendant 3/4 d'heure devant un public de leur rapport à la langue, à la littérature, enfin de leur art. Et c'est ce que la maison met en œuvre pour la région Île-de-France depuis maintenant 5 ans presque. Et à quoi a participé Claire. C'est un exercice assez formidable parce que justement il ne présuppose pas de la part de vous ou de la part des élèves, il ne présuppose pas une connaissance de l'auteur ou de l'œuvre. C'est une rencontre directe. Comment tu exerces ça, toi? Est-ce que tu te dis, je vais prendre la parole, ne pas la rendre, mais je vais la prendre littérairement? Ce que j'avais fait pour ces leçons, mais aussi pour le programme œuvre en cours, déjà c'est bien de connaître l'âge des élèves auxquels on s'adresse, mais c'est surtout avant des discussions souvent par téléphone avec les professeurs eux-mêmes, qui ne rentrent pas du tout dans le détail de chaque élève, mais qui disent bon voilà, ils ont tant d'heures de cours par jour, donc sentez-vous libre, si vous voulez leur montrer un PowerPoint, faites-le. Moi, j'estime que c'est pas mon travail, je vais pas me lancer là-dedans parce que je le fais pas. Mais j'aurais pu faire une lecture. D'ailleurs, je leur ai lu des extraits. La leçon, je voyais au fur et à mesure que peut-être certains décrochaient, donc j'ai coupé et j'ai laissé mes notes pour vraiment essayer de leur parler. Donc on a beau préparer, je pense qu'on doit toujours ensuite s'adapter un peu aux gens qu'on a en face de nous. En revanche, je n'écris jamais ces textes-là comme des textes qui seraient voués à être publiés. Je prends des notes. Je prends beaucoup de notes, je mets des titres de paragraphes pour savoir ce que j'ai envie de leur dire, mais je ne l'écris pas pour que le lien entre eux et moi soit quand même plus fluide, plus direct, pour pouvoir aussi les regarder. Sinon, c'est quand même pas très très sympathique. La première leçon était assez particulière puisque un petit peu avant, l'une des responsables pédagogiques m'a appelée en me disant bon, alors on s'était pas rendu compte, vous avez écrit un livre sur la foudre et l'an dernier un élève a été foudroyé dans la cour et décédé, et donc beaucoup d'élèves ont été très choqués, il y a eu un accompagnement psychologique, etc. Donc elle me dit est-ce que vous voulez venir quand même et peut-être si vous venez éviter de parler de ce livre. Donc évidemment, j'ai pensé à ça. Je n'ai pas changé l'intitulé qui était Enquête et littérature, mais j'ai pu parler d'autres livres et de celui-là très rapidement. Mais en fait, ce qui m'a frappé, c'est que les questions des élèves, qui étaient allés regarder évidemment sur Google, n'étaient que sur ce livre-là. Et ils étaient allés lire ce livre-là. Et c'est là qu'on voit que l'accompagnement psychologique a servi ces élèves, mais qu'il y avait encore des questions et que
parfois on les trouve où on les trouve dans les livres. Je pense qu'il faut partir d'un principe qui est l'honnêteté et l'honnêteté dans nos réponses à des questions qui sont parfois et qui sont légitimes et qui sont par exemple combien vous gagnez ou est-ce que vous gagnez de l'argent en écrivant des livres, souvent en fait non, on est obligé de faire d'autres choses à côté, donc leur montrer aussi que le métier n'est pas si facile, qu'on a, en tout cas en littérature il n'y a pas de statut, nous n'avons pas de statut d'intermittent du spectacle, contrairement aux comédiens. Donc je pense que ça il faut répondre très simplement, mais aussi un peu désamorcer pour certains la figure de l'écrivain, c'est-à-dire que certains nous disent oh, c'est incroyable, il y a un écrivain qui est là, je pensais jamais en voir, et vous avez une page Wikipédia, c'est super, et vous avez un statut, et moi je dis non, en fait j'ai pas de statut, j'ai une page Wikipédia, mais en fait tout le monde peut en avoir une, tout le monde peut aller les modifier d'ailleurs, ça je leur dis pas forcément de le faire, mais de leur montrer qu'il n'y a pas de surplomb, il n'y a pas de différence, et d'arriver là dans une sorte d'égalité, et peut-être pour leur donner envie de produire ça. Certains me demandaient aussi, oui, alors est-ce que vous étiez une bonne élève, parce que moi j'aimerais écrire, mais mes notes ça va pas. Alors bon, moi j'étais une bonne élève, mais parce que je parlais peu, donc comme quoi on peut avoir aussi des lacunes de tous les côtés, et je pense que ça il faut leur dire et les encourager, et ça n'a pas forcément à voir. Aujourd'hui je lis des livres de sciences, je lis des livres d'histoire qui m'intéressent énormément pour mes livres, et je leur ai dit à l'époque c'était pas forcément les matières dans lesquelles j'excellais, contrairement aux Français. Donc essayer de leur montrer qu'un jour tout ce qu'ils entendent à l'école pourront, à un moment ou à un autre, leur resservir d'une manière parfois totalement inattendue, et que probablement ils auront envie d'y revenir. Et ça, je pense que c'est quelque chose à faire passer, c'est quelque chose qui peut nous surprendre, nous, mais c'est quelque chose à faire passer. Et aussi dire qu'aujourd'hui... alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'auteurs, écrire c'est aussi s'engager, et donc s'engager à aller parler à des personnes qui n'auraient pas un accès aux livres si facile, qui n'iraient pas tout le temps écouter des auteurs dans les festivals parce que peut-être ils ne savent même pas que ça existe, et c'est aussi s'engager pour montrer que la littérature est vivante, et encore une fois s'engager pour la diversité et pour les minorités. Moi, si j'étais professeur, j'inviterais immédiatement Claire Furcalk, c'est une super promo, pour Histoire naturelle de l'oubli. Et je lui demanderais, avec les élèves, de lire David Garnett, La femme changée en renard. Livre incroyable, Vercors, Le silence de la mer, a repris le David Garnett, La femme changée en renard, et a transformé l'histoire. Ce n'est plus la femme qui se change en renard, mais c'est l'homme. Et je suis sûre qu'il y a du David Garnett dans Histoire naturelle de l'oubli. Alors, je n'avais jamais lu ce livre. C'est quand mon livre est sorti, tout le monde m'en a parlé en me disant mais c'est inadmissible, tu n'as pas lu ce livre. Je connaissais son existence, mais je me suis dit un titre pareil, je ne peux pas le lire avant d'écrire mon livre. Ça va me parasiter. Dans le livre, justement, un homme qui est soigneur dans une ménagerie, qui est victime d'un accident, qui sort du coma et qui ne se reconnaît plus dans une vie sociale trop contraignante, dans une vie de travail trop contraignante, parce que écrire c'est ça aussi, c'est de voir comment on s'adapte aujourd'hui à un monde qui est difficile un peu partout et tout le temps. Ça peut être chez soi, mais ça peut être à l'école, ça peut être dans son travail. On peut aussi imaginer la difficulté des professeurs quand on voit le manque des professeurs, et je parle même pas des soignants dans les hôpitaux. En fait, on est quand même sans cesse dans un monde qui est en difficulté, et donc ce personnage-là qui est en difficulté, à un moment décroche vraiment de ce que peut être une vie sociale, et
son but, c'est un devenir renard. Alors c'est un peu kafkaïen peut-être dans le livre, mais c'est le cas. Et c'est de se rapprocher de son animalité et de devenir renard. Et donc non, j'ai lu La femme renarde uniquement après la sortie du livre. Claire, est-ce que tu veux ajouter quelque chose dans cette idée de rencontrer d'abord, sans doute, oui, par la conversation au téléphone, un enseignant, en le voyant, puis en construisant. On a entendu aussi le verbe co-construire. Bien entendu que nous co-construisons les projets avec les auteurs. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on les lit d'abord avant de vous en parler. Soit vous les connaissez, vous les avez lus, et crac, on crée la relation. Soit on se dit, tiens, cet enseignant ou cet auteur a cette envie, et connaissant les deux pôles, on essaie de faire en sorte que quelque chose se passe réellement par cette rencontre. Et c'est ça, hein, le magnétisme, pour revenir au court-circuit, au pôle magnétique. Il faut qu'il se passe réellement quelque chose. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Ce qui est sûr, c'est que nous, je pense que les professeurs ne nous trouveraient pas si la Maison des écrivains ne nous mettait pas en lien avec eux. Donc c'est quand même nécessaire. Moi, la lecture, je vois ça toujours comme un moyen d'apprendre des choses, et je pense la même chose de l'écriture. Et de fait, les discussions avec les professeurs nous apprennent toujours quelque chose qu'on n'apprendrait pas ailleurs. Le premier point du langage, c'est la discussion, c'est l'altérité, c'est le lien avec l'autre, et donc la rencontre, elle se fait dès ce moment-là. Claire, as-tu bien tout dit aujourd'hui, comme disait l'autre? Oui. Merci à vous.